Il n'existe que 2 mitrailleuses lourdes d'avant la Seconde Guerre mondiale encore en service opérationnel de première ligne quelque part sur la planète. L'une est l'américaine Made Browning. L'autre est une arme soviétique qui a détruit l'équivalent d'1,5 milliard d'euros de matériel militaire libyen, a été transportée à bicyclette à travers la jungle vietnamienne et a contribué à faire tomber l'Empire français. Et entre tout cela, l'Union soviétique a assisté à ce que cette même arme devienne l'outil le plus redoutable jamais utilisé contre ses propres forces en Afghanistan. Voici la DSK. Elle a près de 90 ans. Elle a participé à plus de guerres que la plupart des pays et rien ne l'a véritablement remplacée. Mais pour comprendre comment une mitrailleuse lourde soviétique s'est retrouvée à l'arrière d'une Toyota dans le Sahara, il faut remonter à 1925. Le Conseil militaire révolutionnaire de l'Union soviétique s'est réuni et est parvenu à une conclusion assez simple. L'URSS avait besoin d'une mitrailleuse lourde. Ils spécifièrent un calibre compris entre 12 et 20 mm, et le rôle principal qu'ils avaient en tête était la défense anti-aérienne. Ils reconnaissaient que l'arme pourrait remplir d'autres missions. Mais ils étaient très clairs sur un point. Aucun choix de conception ne devrait jamais compromettre son efficacité contre les aéronefs au profit d'un autre rôle. Les avions d'abord, tout le reste ensuite. En 1929, lors de manœuvres militaires, les planificateurs soviétiques identifièrent un manque très spécifique. Les aéronefs volant à basse altitude en dessous de 1500 mètres représentaient une menace réelle, et rien de ce qu'ils possédaient ne pouvait les neutraliser efficacement. Il leur fallait donc une mitrailleuse lourde anti-aérienne dédiée, et vite. La mission fut confiée à Vassili Degtyaryov, l'un des concepteurs d'armes légères les plus accomplis de l'Union soviétique. À l'époque, Degtyaryov venait pratiquement de terminer la supervision du lancement en production de sa mitrailleuse légère DP-27, une conception qui allait servir l'armée soviétique avec succès pendant des décennies. Et la directive qu'il reçut était en gros « Prenez ce que vous savez et agrandissez le tout ». Il travailla vite et dès 1930, il avait produit la DK. D pour Degtyaryov, K pour Korupny, soit mitrailleuse lourde en russe. Mais la DK n'offrit pas des performances suffisantes pour être adoptée. Et c'est là que le système soviétique de développement des armes devient intéressant. Il réunissait périodiquement différents concepteurs et bureaux d'études, parfois en compétition, parfois en collaboration. Dans ce cas, un autre concepteur fut sollicité pour corriger ce que Degtyaryov n'avait pas pu faire. Et ce concepteur, c'était Shpagin. Vous connaissez peu, être ce nom. Le ché dans Pépéché. 4-1 vient de Shpagin. Il développa un mécanisme d'alimentation par bande qui se verrouillait efficacement sur le dessus de la culasse déjà conçue par Degtyaryov. Et ce nouveau système d'alimentation doubla presque la cadence de tir, l'apportant à environ 600 coups par minute, ce qui fut jugé tout à fait satisfaisant pour le rôle anti-aérien. Et l'essentiel, c'est que l'alimentation par bande était fiable. Elle se débarrassait des encombrants chargeurs tambours et les munitions pouvaient désormais être simplement stockées dans des boîtes remplies de bandes, ce qui simplifia considérablement la logistique et la manipulation. En février 1939, l'arme fut officiellement adoptée sous l'appellation DSK, portant désormais les initiales de ses deux créateurs, Degtyaryov et Shpagin, avec le K pour Korupny, et elle fut désignée modèle 1938. Son surnom, Douchka, signifie chéri ou bien-aimé en russe, dérivé tout naturellement de Deshachka. La production débuta en 1939. Les premiers exemplaires atteignirent les troupes de première ligne en 1940. La version adoptée en 1938 est le modèle d'origine. Et cette variante spécifique est rare aujourd'hui. Dans les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale, la DSK fut considérablement modifiée, avec un système d'alimentation entièrement nouveau et de nombreuses autres améliorations. L'arme remaniée devint la DSKM. C'est cette variante qui s'imposa dans l'ère d'après-guerre et dans la production mondiale ultérieure. Mais avant d'aller plus loin, il faut parler de l'origine réelle de tout ce concept de mitrailleuse de calibre 12, 7 mm. Parce que ça ne commence pas en Russie. Tout remonte à une seule décision allemande en octobre 1917. Face aux chars britanniques sur le front occidental, l'Allemagne créa la cartouche 13, 2IS 80 12 mm SR, conçue pour combattre les chars et les aéronefs. La mitrailleuse qu'ils avaient prévue pour cette cartouche, qui était essentiellement un Maxim surdimensionné, allait prendre trop de temps à développer. Alors Mauser fut chargé de construire un fusil anti-char de dépannage à la place, ce qui conduisit au Tankewerm 1918, le premier fusil anti-char au monde spécifiquement conçu à cet effet. Les Américains envisageaient déjà quelque chose de similaire. John Moses Browning commença à reconcevoir sa mitrailleuse 1009, 117, en 30 à 06, pendant que Winchester développait une cartouche agrandie.
Et ces travaux produisirent finalement la légendaire M2 Browning en calibre 12, 7x99 mm, plus connue sous l'appellation 50 BMG. Les soviétiques complétèrent la chaîne. Entre 1930 et 1934, les concepteurs soviétiques développèrent la cartouche 12, 7x108 mm, leur réponse à la fois aux 13, 2 allemands et aux 50 BMG américains. Pour comparer, le 50 BMG américain utilisé dans la Browning M2 est du 12 7x99, même diamètre de balle, mais le boîtier soviétique est 9 mm plus long. La munition soviétique est légèrement plus puissante, mais pas à un degré qui ferait une différence notable en termes pratiques. Et malgré le calibre partagé, les deux cartouches sont totalement non interchangeables. Les culs de cartouches présentent des dimensions et des formes sensiblement différentes. Il circule depuis longtemps une idée reçue persistante selon laquelle les munitions soviétiques de 12 7 mm pourraient être utilisées dans les armes américaines en calibre 12 7 mm, mais pas l'inverse. Entièrement faux. Ni l'une ni l'autre des cartouches ne fonctionnent dans les armes chambrées pour l'autre calibre. Et si on regarde la chronologie, le développement de la DShK suit de près celui de la M2 Browning. La différence réside dans la façon dont chaque camp formula ses exigences. Les Américains bâtirent leur programme de mitrailleuses lourdes autour d'une double menace, les véhicules de plus en plus blindés et les aéronefs. Les Soviétiques placèrent les aéronefs en priorité absolue. Voyons maintenant comment cette arme fonctionne concrètement avant de plonger directement dans son histoire au combat. La DShK est un système à gaz avec culasse à verrou basculant. Concrètement, les gaz prélevés dans le canon repoussent le groupe culasse vers l'arrière et les verrous se dégagent au fur et à mesure de ce mouvement. Elle tire à culasse ouverte. Donc quand l'arme est armée et prête, la culasse est maintenue à l'arrière. On appuie sur la détente. Elle se libère. La culasse part vers l'avant. Arrache une cartouche de la bande, la chambre et tire. Simple et efficace. Il y a deux façons d'armer la DShK, et c'est là un aspect d'une vraie intelligence de conception sur le plan technique. La méthode principale utilise une poignée d'armement située sous les poignées en bêche. Cette poignée fait en réalité partie du support de l'arme plutôt que de l'arme elle-même, mais c'est de loin la façon la plus simple d'armer la pièce, car le servant peut mettre tout son poids corporel dans le mouvement. On tire vers l'arrière pour verrouiller la culasse en position ouverte, on relâche vers l'avant et l'arme est prête à tirer. Il existe également une méthode secondaire pour les situations où l'arme pourrait être montée sur une plateforme dépourvue de la poignée principale. Une douille sur le côté du boîtier est dimensionnée pour accepter un culot de douille tiré en 12, 7 mm soviétique qui se verrouille en place et sert de poignée d'armement manuel. Et on est censé utiliser une douille vide pour cela, pas une cartouche live. L'arme dispose d'un support sur son côté gauche pour fixer une boîte à munitions. Un bouton à ressort verrouille la boîte en place. La boîte elle-même comporte 2 rails qui coulissent sur ce support. Et une fois montée et verrouillée, l'avant bascule vers l'extérieur pour créer un plateau d'alimentation incliné menant dans l'arme. On peut fermer le couvercle sur les munitions en bande pour protéger la boîte des débris, avec juste une ouverture étroite laissée pour que la bande puisse s'introduire dans le boîtier. C'est un système bien pensé. La cadence de tir cyclique est d'environ 600 coups par minute, ce qui semble excellent sur le papier, mais en tir soutenu pratique, ça chute drastiquement à quelque part entre 80 et 125 coups par minute. Et c'est limité par la longueur des bandes et l'échauffement du canon. Avec des projectiles perforants incendiaires B-32, elle peut traverser 20 mm d'armure en acier à 500 mètres. C'est sur la question du poids que les choses deviennent vraiment intéressantes. La DShK, dans sa configuration standard sur affût au sol, pèse environ 33,5 kg pour l'arme seule, ce qui est globalement comparable à l'AM2 à 38 kg. Pas un écart énorme. Mais la configuration transportable par l'infanterie raconte une histoire très différente. La DShK, sur son affût universel Kleshchenko, avec roue amovible, accusait 157 kg. Comparez cela à la M2 sur son trépied M3, soit environ 58 kg au total. Donc, si votre infanterie doit transporter ce système, on parle de près de 3 fois le poids du système américain. Et ça, c'est significatif. L'arme est équipée d'un bouclier blindé en acier durci d'environ 5 mm d'épaisseur, conçu pour protéger l'arme et son équipage, jugé suffisant pour arrêter les projectiles standards de fusil en calibre 7, 62 mm. Et les pieds du trépied peuvent s'écarter et l'ensemble peut être redressé pour servir de support anti-aérien dédié, offrant une plage d'élévation bien plus grande pour l'engagement des cibles aériennes, ce qui est logique puisque c'était tout l'objet de l'arme dès le premier jour. Comparons maintenant les deux armes sur le plan de la philosophie de conception, parce que c'est là que les différences comptent vraiment. L'AM2 Browning évolua des prototypes de 1918 à travers la 1920 et un refroidi à eau jusqu'au canon lourd définitif de l'AM2. Elle fonctionnait par emprunt de recul,
tirait à culasse fermée et fut conçu dès l'origine comme une arme universelle. Le boîtier commun pouvait être configuré de 7 façons différentes pour les trépieds d'infanterie, les supports pivotants de véhicules, les ailes d'aéronefs, les affûts navals. Les Américains l'ont monté partout, mais pendant des décennies, l'AIM 2 souffrit d'une faiblesse notoire. Et quiconque a travaillé avec en sait exactement ce que je vais dire. Le jeu de tête et le réglage de la cadence. Tout changement de canon exigeait un arrêt pour reconfigurer manuellement le jeu de tête et la cadence. Un mauvais réglage entraînait une rupture de douille, ou pire, un coup parti avant que la culasse ne soit complètement verrouillée, ce qui pouvait avoir des conséquences catastrophiques. La DCK, en tant qu'arme à gaz à culasse ouverte, n'a jamais eu ce problème. Sa conception à verrou basculant maintenait la relation culasse-chambre sous contrôle sans aucun réglage manuel. Et cela rendait la DHK nettement plus indulgente pour des servants moins entraînés et des forces irrégulières, ce qui, et c'est important, s'avéra être un avantage décisif étant donné qu'il allait finalement utiliser cette arme aux 4 coins du monde. Le problème de jeu de tête et de cadence de l'AIM 2 ne fut résolu qu'avec l'AIM 2 classifiée en 2010. Cette limitation persista donc pendant près d'un siècle. En termes de précision cependant, l'AIM 2 garde l'avantage. Son tir à culasse fermée élimine le choc d'armement que subissent les armes à culasse ouverte comme la DCH au moment du départ. C'est donc un compromis. Parlons maintenant de ce qui s'est passé quand elle est véritablement entrée en guerre. Quand l'Allemagne envahit l'Union soviétique, la marine soviétique ne possédait que 787 DHK, et la production pendant la Seconde Guerre mondiale fut honnêtement remarquablement lente par rapport aux équivalents américains. Au début de 1942, l'Union soviétique disposait d'un total de seulement 720 DHK. À la fin de la guerre, ce nombre était passé à environ 9000. Dans une guerre mondiale menée à l'échelle industrielle, 9000 exemplaires, ce n'est rien. C'étaient de véritables armes produites en faible quantité. Pendant que les Américains fabriquaient des centaines de milliers de Model Browning pendant la guerre, montés pratiquement sur tout, des camions aux chars en passant par les chasseurs, les bombardiers, partout où on pouvait physiquement en boulonner une. À partir de 1943, les Soviétiques commencèrent à monter des DHK sur les chars, en débutant par le char lourd IS-2. Elle était installée sur un grand affût pivotant derrière la coupole du chef de char, et à partir de ce moment, elle devint une caractéristique standard sur presque tous les modèles de chars soviétiques. Si vous regardez une photo de chars soviétiques de la guerre froide, cette grosse mitrailleuse qui dépasse de la tourelle est presque certainement une DHK. Et voici un détail intéressant. Le T-55 fut à l'origine construit sans mitrailleuse lourde. Les Soviétiques avaient estimé que les avions à réaction étaient trop rapides pour être engagés avec une mitrailleuse, alors pourquoi s'embêter à en monter une? Puis le Vietnam survint et ils comprirent que la vraie menace aérienne n'était pas les jets, c'était les hélicoptères. Des hélicoptères lents, volant à basse altitude, exactement le type de cible pour lequel une DHK avait été conçue à l'origine. En 1970, ils réinstallèrent donc la DHK sur le T-55 spécifiquement à cause de la menace des hélicoptères. Sur le T-62, la tourelle était si exiguë que le chargeur devait physiquement sortir du char et se tenir sur le pont arrière pour servir la DHK. À partir du T-64, les chars soviétiques plus récents passèrent au NSV-OUTI, un remplacement plus léger et plus précis, adopté en 1971. Le T-72 et le T-80 utilisent également le NSV. Mais après l'effondrement de l'Union soviétique, la Russie développa la mitrailleuse Kord comme remplacement domestique et c'est ce qui équipe le T-80 aujourd'hui. Le Kord utilise les mêmes points de fixation. Il peut donc être monté sur des chars plus anciens. Au fil de la guerre froide, la production du DHKM s'étendit considérablement. Le nombre total d'exemplaires produits finit par dépasser le million. La prolifération massive de la guerre froide les plaça dans plus de 70 pays, et les ventes au rabais post-soviétique les rendirent bon marché comme jamais. À l'ère moderne, la DCH a été trouvée en service et dans des conflits pratiquement partout. Et quand vous avez mis plus d'1 million d'exemplaires de quelque chose dans le monde, ça ne disparaît pas comme ça. La vraie histoire de la Douchka, celle qui a forgé sa réputation, commence en réalité après la Seconde Guerre mondiale, en 1954. Les Français fortifièrent une vallée isolée au Vietnam appelée Dien Bien Phu, s'attendant à écraser le Viet Minh dans une bataille rangée. Ils supposaient que l'ennemi ne disposait de rien pouvant sérieusement menacer leur ravitaillement aérien. Ils se trompaient lourdement. Le général Giap fit acheminer environ 100 DCH et 36 canons antiaériens de 37 mm plus lourds dans les montagnes entourant la vallée. Ces armes furent tractées à travers des centaines de kilomètres de jungle, démontées, transportées sur des bicyclettes modifiées, portées sur le dos de 15 000 civils porteurs, sur des sentiers de montagne trop étroits pour tout véhicule, puis remontées sur les pentes arrière des crêtes, totalement invisibles depuis le bas.
Quand les avions français tentaient de les bombarder, les servants retiraient simplement les armes dans des tunnels et attendaient. Une fois l'assaut lancé, les Desheshka et les canons de 37 mm créèrent un mur de feu au-dessus de la vallée. La piste d'atterrissage fut détruite en quelques jours. Tout avion qui tentait d'approcher était mis en pièces. Les Français perdirent 62 aéronefs détruits et 167 autres endommagés. La majeure partie de leur puissance aérienne restante dut se concentrer uniquement à supprimer les batteries pour que les avions de transport puissent tenter des largages en parachute. Mais ce n'était de loin pas suffisant. La garnison agonisa. Le siège dura 57 jours. Plus de 2200 soldats français moururent et environ 11 000 furent capturés. Parmi ces prisonniers, seuls environ 3300 revinrent un jour chez eux. Le gouvernement français démissionna et la domination coloniale en Asie du Sud-Est prit fin, en partie à cause d'une mitrailleuse portée à bicyclette à travers la jungle. La guerre du Vietnam consacra la réputation de la Douchka comme l'arme anti-hélicoptère la plus redoutable de la guerre froide. Le taux global de perte d'aéronefs atteignit 42%, et la Desheshka ainsi que sa copie de fabrication chinoise, le type 54, eurent une large part dans ces destructions. Le Hunue, pratiquement dépourvu de blindage, était catastrophiquement vulnérable. Les soldats américains appelaient la DHK le calibre 50 et un pour la distinguer de leur propre Me-2 Browning en calibre 50. Les combattants de l'ANV et du Vietcong développèrent une configuration classique pour les hélicoptères, l'embuscade en triangle. 3 DHK positionnés à environ 1 km d'intervalle, couvrant une zone d'atterrissage d'hélicoptères depuis 3 directions. La première arme servait d'appât en tirant sur les hélicoptères de transport en approche. Quand les hélicoptères d'escorte se retournaient pour engager cette première pièce, les 2 autres ouvraient le feu sur les flancs exposés des appareils de combat. Les hélicoptères de transport de troupes étaient attaqués au moment précis où ils touchaient presque le sol, ne laissant aux pilotes aucune marge de manœuvre. Il existe un fil conducteur intéressant qui relie la Desheshka au tir de précision à longue distance. Le sergent-chef Carlos Adcock réalisa ce qui fut alors le tir de sniper confirmé le plus long de l'histoire à 2286 mètres en utilisant une Me-2 Browning en calibre 12, 7 mm équipée d'une lunette de visée. 2 décennies plus tard en Afghanistan, des tireurs d'élite soviétiques bouclèrent la boucle. Ils équipèrent des Desheshka de lourdes optiques télescopiques et chargèrent de courtes bandes de munitions de haute précision soigneusement sélectionnées, transformant la mitrailleuse en arme de précision à très longue portée. Les soviétiques avaient observé les pertes d'hélicoptères américains sous les coups des Desheshka au Vietnam et en avaient tiré les leçons. Les concepteurs soviétiques entourèrent les pilotes du Mi-24 d'un épais bac en titane en forme de baignoire, avec des vitres blindées certifiées anti-balles contre le calibre 12, 7 mm. Résultat, le HIN pouvait encaisser des impacts de DHK et continuer à voler. Le Mi-8 de transport, en revanche, était beaucoup moins protégé, et des tirs de DHK en abattirent plusieurs. Puis vint la guerre des Toyota en 1987, phase finale du conflit tchado-libyen. Et c'est là que la DHK montée sur un pick-up, le fameux Technical, devint sans doute la configuration d'armes la plus emblématique de la guerre irrégulière moderne. La Libye occupait le nord du Tchad avec 8000 soldats, 300 chars et 60 avions de combat. Le Tchad disposait de 10 000 soldats sans chars, sans avions, sans hélicoptères. Ce qu'ils avaient, en revanche, c'était 400 Toyota pick-up livrés par la France, équipés de missiles anti-chars Milan et de Desheshka. Utilisant des tactiques de guérilla en opération éclair, les forces tchadiennes dévastèrent littéralement les Libyens. À la bataille de Fada, en janvier 1987, les camionnettes tchadiennes encerclèrent 2000 défenseurs libyens, détruisant environ 100 chars et véhicules blindés, tout en ne perdant que 18 hommes et 3 camions. La Libye perdit au final 7500 hommes tués et l'équivalent d'1,5 milliard d'euros de matériel militaire face à une flotte de Toyota avec des Desheshka boulonnés à l'arrière. Avançons jusqu'en Ukraine. La Desheshka y a connu 2 nouvelles vies. Puisant dans les milliers de DHK hérités de l'ère soviétique, les Ukrainiens développèrent une version de conversion à tir épaulé pour l'infanterie. Frein de bouche massif, bipied pour le tir en position couchée, crosse avec poignée pistolet remplaçant les poignées en beige d'origine. Le résultat fut une arme antimatérielle transportable par 2 hommes. Une conception vieille de 87 ans, réinventée une fois de plus. Et cela nous amène à quelque chose qui mérite qu'on prenne du recul pour l'apprécier. La DCHK et la Me-2 Browning sont les seules 2 mitrailleuses lourdes de grande puissance d'avant la Seconde Guerre mondiale encore en service opérationnel de première ligne dans le monde entier. Toutes 2 approchant les 90 ans de déploiement continu. Chaque tentative de remplacement a échoué ou n'a que partiellement réussi. Le CORD,
adoptée en 1998, représente la mitrailleuse lourde de la génération actuelle en Russie, mais les stocks de DHK restent considérables à travers le monde.